Alors, donc, j'ai une équation d'état pour la masse volumique. Alors, regardez bien, je l'ai écrite d'une certaine manière et je vais quand même faire un petit commentaire pour qu'on soit bien d'accord. Le modèle de gaz idéal, c'est de dire que la masse volumique, la densité massique par volume, par mètre cube, est liée à la pression, à la température, par un R. Vous voyez, j'ai mis une petite étoile, c'est la constante du gaz. Et ça va me permettre de faire des fluides, des écoulements compressifs. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que c'est presque en thermo. Ouais, parce que c'est presque en thermo, parce qu'en thermo, on a écrit PV égale nRT, C est égal à N sur le volume. Et si tu regardes bien, ouais, youf, si tu regardes bien, bilou, je voudrais qu'il enlève ce truc là. Ouais, là, ah ouais. Là, si youbidou, alors tu vois que en thermo, je mettais que C, la concentration était, parce que le C, N sur V, c'est la concentration molaire. Là, le grand R, il vaut 8,314 joules par mole Kelvin. Tandis que dans mon modèle à moi, c'est le R étoile de l'air. Et le R étoile de l'air, c'est R sur la masse moléculaire de l'air. Et ça, c'est 280 mètres carrés sur seconde au carré par des Kelvin. Ouais, parce que tu vois, C et ρ, c'est pas tout à fait la même chose. Ok? Donc on voit la différence, vous voyez dessus. Vous voyez que les unités, c'est quand même pas uniquement pour les connards. Et que c'est quand même utile. Ok? Donc tu vois bien ce que j'ai écrit, j'ai fait un petit rappel, tu vois un peu comment ça marche. Tu vois quand même que je raconte pas n'importe quoi, que ça marche quand même. Pilou. Alors tu vois, je te l'ai dit, quand tu as un écoulement, on aime bien caractériser un écoulement par un nombre adimensionnel, et le nombre adimensionnel, c'est le nombre de Mach. Et tu vois, le nombre de Mach, c'est associé à Monsieur Mach, qui est né, vous voyez, à un endroit qui s'appelle Moravie, je ne sais pas très bien où ça se trouve, et qui est mort en 1916 en Allemagne. Et ça caractérise un écoulement de fluide. Donc quand tu as un fluide à Mach 2, ça veut dire que ça va vite. Un avion Mach 3, ça va vite. Okay? Et tu vois tout de suite qu'il y a cette formule, le CP sur CV R star de T, qui me permet de calculer la fameuse vitesse du son. Pilou, you follow me, it's piece of cake. Ok? Donc maintenant, j'ai toutes les équations et j'ai ce que j'appelle le modèle de Newton. Donc tu vois, j'ai trois équations à trois inconnus. Bon, alors ce que je vais faire, c'est je vais dire que les perturbations de pression dues au fait qu'on parle sont petites. Ouais, quand je parle, je génère des variations de pression, mais c'est pas un tremblement de terre, hein, c'est des petites variations de pression. La pression atmosphérique, elle reste plus ou moins constante. Et donc l'idée de base, c'est quand je parle et que l'air est au repos, donc tu supposes que ça ne bouge pas, il va y avoir une petite perturbation de pression, une petite perturbation de densité et une petite perturbation de vitesse qui sont petites. Vous voyez ça? Et elles sont toutes petites. Ok? Alors regarde bien, je prends la première équation et je dis évidemment que ρ0, il est constant, que P0, il est constant. Donc quand tu calcules la dérivée de ρ par rapport au temps, tu n'as que la dérivée de ρ'. Quand tu prends la dérivée, tu vois, j'ai pris l'équation là, et je l'ai écrit, le produit, je l'ai développé. Et tu vois, j'ai écrit ρ dv dx. Alors chaque fois que j'ai une dérivée, il n'y a que le prime. Quand j'ai v, il n'y a que v'. Et quand il y a ρ0, je garde ρ0 par rapport à ρ', parce que ρ0, il est grand. Et donc ça permet de m'écrire mon équation en petite perturbation, qui est les équations en prime. Quel est l'intérêt des équations en petite perturbation? C'est qu'elles sont linéaires, contrairement aux équations originales qui sont non linéaires. Ça va être beaucoup plus facile à résoudre. Les physiciens adorent faire des modèles de petites perturbations
Parce que ça permet de transformer un problème non linéaire qui est merdique en un problème linéaire. Bon, alors, il y a une arnaque et il faut faire gaffe. Si je dis que ρ' est tout petit par rapport à ρ0, tu vois le dessin qui est ici. Tu vois ce dessin-là? Tu vois ça? Alors, on a tendance à dire, oui, est-ce que si ρ' est tout petit par rapport à ρ, est-ce que la dérivée de ρ' par rapport à x est toute petite? Ben non. Parce que si le signal il est tout petit, mais il a une variance très grande, la dérivée est très grande. Et donc, pour pouvoir dire que ρ' est tout petit et que la dérivée de ρ' est tout petit, ce que j'ai fait pour écrire mon modèle de petite perturbation, je dois dire que la fréquence des perturbations doit être petite. Ça veut dire que quand tu parles, tu dois rester à basse fréquence. Comme ça, être très grave. Ça fait mal aux oreilles. Hein? Et ben, d'ρ' dx, lui, il commence à varier grandement aussi. Et mon modèle de petite perturbation n'est plus valable. Donc, ce que je suppose, c'est que j'ai des variations petites de densité, des variations petites de densité, mais aussi qui ont une basse fréquence. Tu vois, des grandes amplitudes. Donc, je suis, dans ce cas-ci, ok, où le monsieur, il est content, ou qu'il est content, il est content, il est content. Vous voyez ça? Attention, bien garder ça en tête. C'est pas parce qu'une perturbation est toute petite par rapport à la valeur moyenne que la dérivée de cette perturbation est toute petite. Et donc, je suppose que la fréquence à la fois spatiale et à la fois temporelle de la perturbation est petite. You be too, you follow me. Donc, j'écris mes petites équations. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais, regarde bien, je vais prendre le terme jaune qui apparaît dans les deux équations. Tu vois, le terme jaune qui apparaît dans les deux équations, il se ressemble vachement. Tu vois ça? Alors, reprends la première équation, je la dérive par rapport au temps. Je prends la deuxième équation, je la dérive par rapport à x. Le terme jaune est égal au terme jaune. Si le terme jaune est égal au terme jaune, ben les deux autres termes sont égaux entre eux. Et qu'est-ce que tu vois apparaître? Oh, magie! Oh, bilou bilou, tu vois apparaître une équation d'onde que vous avez vue en mécanique des ondes avec l'autre Vincent, Vincent le maître. Tu sais, il y a Vincent Gazou, il y a Vincent le gars, et puis il y a Vincent le maître. Vincent le maître, si vous avez vu ça avec lui, tu te dis, oh, ça c'est le top du top. Et tu vois tout de suite que R star T, c'est C au carré, la vitesse de l'équation d'onde. Ouais, avec la solution d'Alembert, celle qu'on a vue la fois passée, tu regardes, c'est avec l'onde qui va à droite et l'onde qui va à gauche. C'est exactement la même chose. Ok? Et tu regardes la vitesse du son que tu as obtenue et tu te dis, mais c'est pas celle que j'ai obtenue dans Wikipédia. Il n'y a pas de CP sur CV. Et bon, alors je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais il paraît que Newton avait fait le même calcul que moi et avait donc pas la bonne vitesse du son. Oui, parce qu'après, on fait l'expérience, si tu utilises cette formule-là, dans l'air, tu n'as pas la bonne formule, la bonne vitesse du son. Parce que regarde, j'ai fait ça, ok? J'ai mis la petite perturbation, j'ai fait mon petit calcul pour simplifier, j'ai écrit mes deux équations, pilou, ouais, parce que je peux aussi les écrire bien, tout ça, hein, pilou, hein, tu vois? Donc, j'ai supposé que P est égal à ρRT. J'ai supposé que T était à une constante. C'est mon modèle. J'ai obtenu deux termes égaux. Et j'obtiens une vitesse du son. Et je suis dans le bordel. Ça ne marche pas. J'ai pas la bonne valeur.
Conclusion, oui, c'est mistake. Alors, la question, c'est quelle est l'erreur? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, les enfants? Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est pas foutu? Ça a l'air simple, tout fonctionne bien. La question, c'est quelle est l'erreur? Ah ouais. Ben, on va y réfléchir un petit peu, on va voir si vous avez des idées, parce que si vous n'avez pas d'idées, on va rester bloqué là. Donc, que faire? Comment trouver la vitesse du son? Ouais, Vincent le maître, il a trouvé la vitesse du son, comment il a fait lui? Hein? C'est le moment jamais de se poser la question.